Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour ma 5e capsule littéraire, je vous propose un roman qui est à la fois du terroir et historique. Le titre du livre, Thé ou Célestin, de Alain Poisson, paru en 2015 aux éditions Sémaphore. Sur certains points, ce roman résonne beaucoup avec le livre de Jules Verne, Famille sans nom, paru en 1888. Les deux récits font du paysan canadien-français le grand héros. Il est un symbole de solidarité que l'oppresseur ne parvient pas à briser. Sauf que, dans le roman d'Alain Poisson, la vie quotidienne des familles de paysans en ces temps de rébellion est le thème récurrent de cette trame narrative. Nous sommes en 1838 à Napierville, petit village de la Montérégie, au Québec. Ce roman nous amène à une époque de grandes revendications chez les Canadiens français du Bas-Canada. C'est à travers la vie quotidienne des Verdier, famille fictive de Napierville, que nous sommes invités à revivre ce pan de notre histoire. Laissez-moi tout d'abord vous montrer une carte de Napierville, municipalité non loin de Montréal et des frontières américaines. Frontières américaines qui auront un rôle à jouer avec la rébellion. La carte de droite est agrandie et nous pouvons situer Napierville. Vous voyez le gros point rouge, c'est là où se trouve Napierville, par rapport à Montréal et Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alors que celle de gauche vous donne un point de vue plus rapproché. On peut voir 4 localités mentionnées dans mon exposé. Napierville tout en haut, plus bas la Colle au Delton et plus bas encore Roses Point, municipalité américaine près des frontières. Depuis le début de la colonisation en Nouvelle-France, la vie dans les campagnes n'a presque pas changé. Le régime seigneurial défavorise les cultivateurs, les terres sont octroyées aux paysans par le gouverneur anglais, mais en retour, les paysans doivent donner 4 volailles, un cochon, un veau, une redevance, le tout payable à son seigneur. Dans tous les chapitres de ce roman, le narrateur décrit avec beaucoup d'exactitude, d'humanité et de sensibilité les coutumes des habitants. Nous assisterons d'abord aux noces de Célestin Verdier qui épousera une jeune fille de Saint-Bernard-de-la-Colle, Céleste Caron. Ce couple traversera toutes les épreuves avec une certaine noblesse, beaucoup d'amour, de tolérance, malgré le contexte explosif du début du 19e siècle. Les jeunes époux s'installeront sur une ferme, ils auront 8 enfants. Les familles nombreuses étaient nécessaires, ça prenait des bras. Il fallait essoucher la terre, la défricher, labourer, semer, ratisser, faucher et enfin récolter. Sans parler des tâches quotidiennes, comme fendre le bois, le corder, étendre le fumier, traire les vaches, arroyer l'eau des bêtes, surveiller les poules, ramasser les patates et j'en passe. L'auteur, qui a grandi sur une ferme à Napierville, connaît et décrit très bien le travail du cultivateur. On sent, à travers le texte, l'attachement d'Alain Poisson pour la terre. Nous, lecteurs, on croirait voir la lumière sur les champs de blé et même entendre le chant des merles et le coassement des grenouilles. Il est important de mentionner que peu de paysans savaient lire. Néanmoins, les paysans, nom que l'on donnait aux cultivateurs, s'intéressaient intensément aux jeux politiques de l'époque. Le journal du Bas-Canada, la Minerve, circulait d'une ferme à l'autre. Celui qui savait lire allait faire la lecture à son voisin,
car l'entraide était fondamentale pour leur survie. Au Bas-Canada, territoire occupé majoritairement par les Canadiens français, la cohabitation avec le gouvernement anglais ne se fait pas sans heurts. Il y a beaucoup de collusion et de discrimination. Le Parti canadien, qui deviendra le Parti patriote, dirigé par Papineau, souhaite des réformes en profondeur. Papineau réclame un gouvernement responsable. Ça veut dire des représentants élus par le peuple et non par le gouverneur anglais qui a un pouvoir absolu. Dans cette foulée, 92 résolutions seront envoyées en Angleterre en 1834 pour faire part au gouvernement britannique des revendications des patriotes. 3 ans plus tard arrive la réponse de Londres, c'est non, 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 non sur toute la ligne. Cette réponse a déclenché la colère des Canadiens français et même chez certains anglophones. Une insurrection se prépare. Le roman Théou Célestin nous relate les principaux événements de l'été et l'automne 1838, dont l'acteur principal est Célestin Verdier, cultivateur de Napierville. Les jours qui suivirent furent déterminants. Les paysans appauvris et affamés devaient faire face aux redevances exigées par les seigneurs. C'est à ce moment-là que Célestin et ses amis commencèrent à se radicaliser. Ils adhéreront à cette lutte armée pour laquelle ils n'étaient pas préparés. En plus, le nombre de combattants et de munitions était insuffisant. Le 9 novembre, sachant que l'armée britannique était en marche vers Napierville, Robert Nelson, chef des rebelles, rédigera une déclaration d'indépendance et fera du Bas-Canada une république. Puis, il envoya Célestin Verdier et autres miliciens cultivateurs à Roses Point, localité américaine, chercher fusils et munitions fournis par les Américains sympathisants des patriotes. Mais en cours de route à Lacolle et à Hoddleton, Célestin et ses amis comprirent qu'ils allaient devoir affronter l'armée la plus puissante du monde qui était retranchée dans une église. Les loyalistes et l'armée régulière anglaise réussirent à disperser les combattants patriotes, ce qui a eu pour effet une désorganisation et une confusion totale au sein des troupes patriotes. S'ensuivirent une dégringolade et une tuerie non seulement à Hoddleton, mais surtout à Napierville. Les Anglais brûlèrent impitoyablement les fermes pour déloger les occupants, ils confisquèrent leurs terres et les revendirent à des étrangers. Celle des Verdier en faisait partie. Les patriotes perdirent la bataille, c'est certain, finit la République du Bas-Canada. Désespérée, Céleste criait comme une perdue pour que revienne son époux. Délirante, elle cessait de répéter « T'es où, Célestin, t'es où ?» criait-elle sans cesse. Malgré tout ça, Céleste s'est battue pour sa survie. Son mari étant exilé et prisonnier en Australie, elle parviendra, en dépit de tout, avec ses enfants, à louer une maisonnette, un lopin de terre, élever des volailles et faire des récoltes. Ravagée par les pertes de toutes sortes, anéantie par les épreuves, l'espoir renaît petit à petit chez les Canadiens français. Célestin Verdier, contraint aux travaux forcés en Australie, apprend à écrire par l'entremise d'un autre prisonnier patriote. Cela lui permettra de
correspondre avec sa famille, car quelques-uns de ses enfants ont aussi appris à lire et à écrire grâce à un voisin. Quelque chose en ce roman permet de croire que l'avenir est prometteur pour les générations qui suivront. L'éducation et la solidarité ne parviendra pas, une fois de plus, à faire plier l'échine des Canadiens devant l'oppresseur. Avant de terminer, un petit mot sur l'écriture du roman. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette trame narrative, ce sont les dialogues qui sont très courts, laissant toute la place à la narration. À mon avis, ce qui donne beaucoup de rythme au phrasé, ce sont les ellipses et les ascendètes qui allègent l'écriture et la rendent plus proche de la langue parlée. Les phrases sont vivantes, fluides, parsemées d'expressions québécoises qui nous régalent tout au long du récit. Mes amis, ce livre est irrésistible. Soulignons que l'auteur a écrit d'autres romans, dont un a reçu le prix de Radio-Canada et un autre lui a valu d'être finaliste au prix des libraires. Sur ce, je vous quitte et bonne lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine.